Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de DevApps, podcast consacré à l'actualité, au développement et à l'architecture des technologies.net. Nous sommes le 26 novembre 2015, je suis Denis Voituron et comme chaque fois maintenant, je suis accompagné de Christophe. Bonjour Christophe. Salut Denis, comment ça va? Petite parenthèse. Je tenais quand même vraiment à remercier le chef du podcast qui s'appelle devaps.be. Bah c'est toi Denis, Ah ouais? parce que toute l'équipe, elle a reçu un super polo qui Ah tue. ouais, Et donc voilà. j'ai vu ça. J'ai vu que David l'avait reçu aussi ce matin. Il faut un petit peu de temps avant que ça arrive aux différentes personnes. Et un jour, Oui, on, je on essaiera de comprends, faire une photo tout le monde dans ensemble les comme ça. services. Et puis aussi à Adrien, qui nous avait présenté sur le dernier podcast Signalaire. Mhm. Il m'a fait un petit cadeau, j'ai reçu un support de micro. Putain, mais j'ai dû peut-être le dire à mon avis en ligne sur un des podcasts, celui-ci ou Lifestyle. Donc Ouais, j'étais ouais, super ému en fait. Pour une fois, on voit comme ça des trucs. C'est fou quoi. c'est bien, Enfin hein. bref. On Je va le bien. remercierai au Dev Days. Voilà, moi je le vois demain, mais toi tu pourras le revoir d'ici Ouais. quelques jours à Mons. Ouais. Ok, Christophe, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? On va parler, si j'ai bien compris, d'un projet un peu spécial qui a été évoqué il y a quelques mois par Microsoft, mais on n'a pas encore beaucoup d'infos à ce sujet-là. Et par contre, on trouvait quand même le sujet très intéressant à présenter et à tenter de l'expliquer. Mais est-ce que tu peux me dire un peu plus en détail de quoi il s'agit? Ouais. Alors en fait, c'est Centennial, le projet Centennial. Donc, c'est une ville aux États-Unis, hein. Souvent, c'est des projets qui portent le nom peut-être de la ville où la tata du mec qui a eu l'idée habite. J'en sais Ouais, rien. Alors, l'idée, c'est que nous avons des logiciels. Je vais jouer sur les mots. Les logiciels Win32. L'idée est de les emboîter quelque part dans une grosse boîte et puis de les mettre sur le store. Alors, ça a toujours été possible de faire apparaître les applications, les logiciels classiques sur le store, jusqu'à Windows 10, je dis bien. Cependant, on était simplement redirigé vers le site de l'éditeur, euh, mais c'est tout. À toi de télécharger depuis le site et ça devenait une application. Ça reste une application, un logiciel classique. Donc, pas trop d'intérêt. Tu avais juste une visibilité dans le dans le Windows store, ouais, Store. c'est ça, ouais. Voilà. Alors, c'est à la build 2015, qui était en avril dernier, qu'ils ont présenté le projet Centennial, qui va permettre du coup effectivement de déployer des logiciels Windows 32 dans le store. Ouais, c'est ça. Ok. C'est John Sheehan, c'est un ancien architecte de Softricity, qui est une société qui est spécialisée dans la virtualisation des apps. Donc, quelque part, effectivement, il continue finalement son expertise au sein de chez Microsoft parce que de toute façon, elles ont racheté cette société Oui, c'est ça. Et en 2006. on va le voir par après. Est-ce que c'est de la virtualisation? Est-ce que c'est lié à la redirection, etc. Ça, c'est peut-être encore un peu flou par rapport à la présentation qu'il a exposée. Mais enfin, le résultat, ce qui compte, c'est le résultat de pouvoir effectivement englober, comme tu l'as dit, cette application on va le voir dans un container, dans un bloc, et de pouvoir le mettre dans le store et de pouvoir aussi faire évoluer ces applications par la suite. Donc ça, c'est effectivement pas mal. Mais aussi peut-être pourquoi, à ton avis, pourquoi on voudrait intégrer ou éventuellement convertir des applications classiques qui normalement fonctionnent quand même déjà quand même pas mal au niveau de l'écosystème Windows, et donc de mettre à disposition un projet comme ça de conversion des applications, des classiques Windows Applications comme ils les appellent, vers des Universal Windows Applications. Et donc ainsi d'améliorer peut-être la distribution dans le store, mais quels sont peut-être un peu tous les avantages par rapport à ça? Les embandrages sont juste énormes. En fait, il y a quand même des millions, pardon, des centaines de milliers d'applications. Il y a un nombre, à mon avis, qui est gigantesque de logiciels classiques. Donc des logiciels de bureau, desktop. Ouais. Alors Microsoft, il ne veut pas se priver de cet écosystème dans la bataille pour le store. L'objectif du Windows Store est aussi de rassurer, au travers d'une installation qui est maîtrisée, l'utilisateur. Je pense aussi aux grandes entreprises. On ne peut pas installer tout ce qu'on veut. Installer, c'est aussi, ça peut générer des problèmes, mais Mhm. ça peut générer des problèmes aussi lors de la désinstallation, parce que les installations et les désinstallations, elles sont pas forcément bien faites par les éditeurs. Et croisant mon expérience, euh, je sais, je vais installer ça sur mon PC, mais est-ce que je vais pas installer un malware? Est-ce que, tu sais, parfois quand on installe des petits logiciels gratuits et parfois des très bons, je pense même à
PDF créateur qui, une fois, ils s'étaient liés avec je ne sais pas quoi, ça te lançait d'autres installations en parallèle et tu ne voyais pas forcément une fenêtre sur une fenêtre. Et pour toi, tu croyais que tu installais toujours la même chose. Donc, tous ces petits trucs-là, c'est malware pour moi. Tu sais qu'ils faisaient les centaines de millions de toolbars dans Internet Explorer à l'époque. Tous ces trucs-là, bon, ça reste un problème pour l'utilisateur. Alors, le problème des applications, des logiciels, c'est qu'il n'y a pas de modèle d'exécution ou d'installation qui existe. Chacun, et en fait, il fait à sa sauce, on fait ce qu'on veut, et puis c'est la foire. Oui, c'est je t'interromps juste, c'est ce que John expliquait peut-être aussi au niveau, par exemple, tu parlais de la désinstallation des applications. Quand on installe une application sous Windows, par exemple, tout ce qui est bibliothèque commune, bibliothèque générale, elles sont mises dans le répertoire système. Et s'il y a plusieurs applications qui font l'installation avec les mêmes bibliothèques, évidemment, elle ne va pas réécraser la bibliothèque existante et l'utilise. Et du coup, quand on veut désinstaller, on ne sait pas désinstaller toutes les bibliothèques. Et c'est le problème qu'il y a sur les applications Windows en général, c'est qu'on ne désinstalle jamais qu'une partie des bibliothèques qui sont propres à l'application, mais toutes les communes, on les laisse puisqu'on ne sait pas si elles sont utilisées par d'autres. Et du coup, le système, il gonfle. Et donc, ça fait partie effectivement de tout ce qui est processus d'installation trop complexe et donc de vouloir migrer progressivement vers des applications de manière beaucoup plus universelle, quoi. Ouais, c'est ça. Donc, en fait, le projet Centurial, c'est un pont pour aider les éditeurs de logiciels, comme moi, à passer leur logiciel sur le Windows Store, sans avoir à faire beaucoup de changements dans leur code source. Oui, sans avoir à faire avec beaucoup. Le terme est important, parce que on doit peut-être quand même y mettre la main, ce qui est un peu logique. Selon Microsoft, tous les éditeurs de logiciels indépendants, on nous appelle les ISV, on va être dans le magasin. Et au fil du temps, on va pouvoir migrer notre code pour être entièrement en UWA, en application en Universal Windows Application, pardon. Ouais. Donc c'est vrai que ça nous donne du temps, parce que du temps, on n'en a pas forcément. Moi, je travaille seul, mais après, des comme moi, il y en a pas mal. Après, des TPE, où tu es une dizaine, une quinzaine de personnes, il y en a aussi énormément. Et donc, là, on va gagner du temps et de l'argent. Alors, quelque part, du temps et de l'argent, moi, ça me fait un petit peu sourire. Une petite parenthèse. Quand je vends une application, un logiciel, je veux dire 300, 400 euros, sur le store, ça va plus le faire, ça. Parce que tu vas être confronté à d'autres logiciels qui auront le même coût. Des coûts à 1 euro, 4 euros. Allez, les jeux parfois, mais le travail est quand même complètement différent. Ils sont beaucoup plus chers. Donc là, il y a un prix psychologique qui va être à revoir. Ça veut dire que moi, au vendre par exemple mon planning à 300 euros, je vais le mettre à 1,99 €. Ouf, ça va faire mal. Sachant que Microsoft, il y a 30%, comme tous les autres fournisseurs de store, il y a 30% qui part pour eux. D'un autre côté, je gagne en commercial. Le commercial, il est mondial. Il travaille jour et nuit. Et gagner aussi en processus, qu'on parlait d'installation, désinstallation, donc tout ce qui est maintenance derrière, normalement, c'est quand même, ça devrait en tout cas être beaucoup plus simple pour l'utilisateur aussi. Mais ça veut dire que moi, finalement, mon rêve initialement, quand j'ai commencé à faire les logiciels, les applications mobiles, était de dire, mais j'ai plus besoin de support. Combien nous sommes à avoir besoin à appeler le support technique pour une application? Là, je parle bien d'application. On n'appelle jamais. C'est rare qu'on écrit à l'auteur, ou on écrit à l'auteur ou au développeur, pardon, si on peut rajouter ça ou ça. Après, les bugs, bon, souvent, on peut les remonter, mais ça se corrige avec le temps. Et puis, elles sont beaucoup moins buggées. Et beaucoup moins buggées, pourquoi aussi? Parce que on dépend aussi, nous, éditeurs, du système de l'ordinateur en question. Il y a ça ou il n'y a pas ça, ou il y a un manque de fichiers. L'autre, il m'a désinstallé. Ils ont désinstallé un programme qui m'a enlevé une DLL. Je te jure que ça arrive, des trucs comme ça. Et on perd un temps, mais considérable. Oui, et puis on développe plus sur des apps qui ont une philosophie beaucoup plus de petites applications, beaucoup plus modulaires. Et donc, évidemment, c'est plus simple pour pouvoir débugger, et après, évidemment, modulaire, mais pouvoir faire des interconnexions entre ces différentes applications. Voilà. Donc, avant, lorsqu'on lançait une installation, c'était suivant, terminé. Je crois, moi, même ça fait peur à des utilisateurs. Ils savent pas. J'ai un message à l'écran. Oui, faites suivant, c'est les propriétés intellectuelles. Ah, d'accord. Putain, mais ça, c'est des trucs, c'est considérable. Maintenant, l'installation, on le connaît sur le store. Sur un store, c'est que tu as une version de test ou pas. Tu as le bouton achat ou pas. Hein. Ça peut être gratuit, mais ça, souvent, c'est pas le but dans ce cas présent. Donc, c'est se simplifier cette installation. D'abord que les IT y pestent, les installations traditionnelles.
Et donc, le système de mise à jour, bah, comme tu le dis, bah, c'est vrai que moi, c'est chiant quand je dois faire une mise à jour, je dois refaire. Bah, je perds un temps fou, en fait. Dans le métier de développeur, à mon niveau, on a tellement de boulot, finalement, j'ose même pas vous dire au podcast le nombre d'heures de code que je passe. Il est juste infiniment petit, parce que j'ai 3 millions de choses à faire à côté, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais Rien que le téléphone. c'est comme ça pour tout le monde. Hein. Enfin, pour tout le monde. Moi, je vais aussi dans des grandes entreprises. J'en discutais hier encore avec des clients. Ils passent 60, 70% de leur temps à faire de la maintenance, à répondre au téléphone, à expliquer, comme tu le dis, il faut appuyer sur le bouton, il faut suivre ceci, il faut suivre ça, etc. Alors que c'est vrai que si on passe sur un système à la philosophie du store, acquisition par simple clic, plouf, j'appuie sur le bouton, ça installe, ça ouvre, et l'utilisateur, il ne demande rien d'autre, quoi. Oui, c'est ça. Et donc, moi, ça me ferait gagner un temps fou. Moi, je prie, là, Microsoft pour que ce projet aille à terme. Alors, on le rappelle, hein, c'est vraiment en cours de développement. Même là, j'ai écrit à John, il m'a répondu, j'ai eu un petit échange avec lui. Il m'a dit non, pour l'instant, j'ai rien à donner, il dit. Mhm. Les seules choses qu'on a annoncées, c'était à la build. Il y a eu aussi des trucs au Summit, mais il n'y a rien de plus parce que bah, ils sont en cours. Alors, les partenaires, comme je dis, il y a des partenaires particuliers avec Microsoft, travaillent à l'heure actuelle en gros en co-engineering pour ce projet-là. C'est qu'il y a des trucs, je veux dire, qui sont assez sérieux parce que bah, si on commence à mettre des partenaires dans le processus, c'est que il y a un intérêt. Bah, de toute façon, il y a l'intérêt. Je répète, hein, quand tu as à peu près 6-7 millions de logiciels sur les PC, fais un peu un prix moyen et puis tu prends 30%. Ouais, non, il y a un parc, c'est clair qu'il y a un parc de soft et de mise en place de tout ça qui est quand même phénoménal. Donc, On en discutait en off et je crois que je vais le placer maintenant. Mon coup de gueule, tu sais le coup de gueule, tu sais de ouais, quoi je parle. ouais. Voilà. Moi, je peste réellement. Si je pouvais revenir dans le passé, à l'époque où VB6 s'est arrêté, VB6 parce que c'est un peu là-dessus sur lequel j'ai mes logiciels, et Microsoft a lancé le .NET. Alors, je vais être, comment dire, sans être vulgaire, putain de bordel, fait chier, pourquoi n'avez-vous pas continué ou amélioré la migration du code? C'était pas forcément bien compliqué dans la forme, dans l'interface de VB6, et de prendre, on voit, on peut lire avec bloc-notes clairement la forme, les contrôles qu'il y a à l'intérieur, leurs propriétés, les événements liés, Mhm. alors, les procédures, on disait à l'époque, moi je veux dire maintenant, on veut dire les événements. Et puis voilà, de passer ça dans du XAML, franchement, ça même moi je sais le faire, je prends le code, je pourrais te faire cette migration-là. C'est pas bête et méchant. Ensuite, le code source qui est derrière, il n'y est pas forcément des passerelles, des bridges, des ponts, ça se fait. Donc pour moi, c'est pas imbitable. Alors c'est sûr qu'il y aurait des choses il aurait été un peu plus difficiles. Mais quand tu vois que maintenant, en 2015, il y a encore des millions de logiciels qui ont été développés avec Visual Studio 6, bah, ils en seraient peut-être pas en train de faire un projet centennial, quoi. Ouais. Pour moi, c'était pas bien compliqué. Oui, il y aurait des choses, ça aurait été pouilleux par rapport à du .NET. Il y a des choses, elles sont tellement lourdes à faire en VB ou en C++ de Visual Studio 6 et que maintenant en .NET, c'est tellement plus facile. Tu remplaces pas des centaines, mais des dizaines de lignes de code parfois en une instruction. C'est ça, mais ça, c'est plus l'évolution par après. Et effectivement, récupérer le code, comme tu le dis, et d'avoir un bon outil de migration, parce qu'il y en avait un qui existait dans la première version du Visual Ah. Studio.NET, mais ça te migrait 50% du code et encore, quoi. Et ça fonctionnait qu'une fois sur deux. Donc, c'est vrai que si on avait pu avoir quelque chose qui faisait une migration totale, ça permettait d'avoir du code .NET, de le recompiler, de continuer à travailler comme tu le fais toi avec tes applications, et ensuite de faire évoluer vers les nouvelles technos, vers les nouvelles fonctionnalités, Ben, nouveaux ça langages, ferait quoi. 14 ans que j'aurais arrêté d'avoir ce boulet de Visual Ouais. Studio 6 dans une VM et je serais déjà passé. Mais là, je sais pas pourquoi, Microsoft, il y a des moments, j'ai envie de donner des claques. Alors qu'on arrête de me dire, oh, c'est pas possible à cause de ceci. Tout est possible. Même faire le café avec l'IoT, c'est possible maintenant. Donc là, je peste, tu peux même pas t'imaginer. Oui, il y a peut-être des raisons, mais je crois que c'est plus des raisons financières. De toute façon, C'est David possible Catu nous l'a aussi, ouais, dit, hein, ouais, c'est ouais. financier, mais, ouais, mais maintenant, voilà, il y a encore combien de trucs qui sont faits dans ces vieux systèmes. Ouais. Bah, ce projet-ci, le projet Sentinel, va peut-être, enfin, beaucoup d'années plus tard, apporter peut-être une solution à cette partie-là, quoi, à ce morceau-là. Ouais. Ouais. Ok, bah écoute, on va peut-être voir rapidement comment fonctionne, à quoi ça sert ce projet Sentinel et Et comment ça qu'est-ce peut qu'on peut marcher. faire et qu'est-ce qu'on peut pas faire aussi. Et qu'est-ce qu'on peut... Voilà, c'est ça, oui. Oui, parce qu'on va pas pouvoir faire tout non plus, hein. Et donc, bah, sur base de ce que John nous a présenté dans cette vidéo,
lors de la build, il a déclaré que c'était une sorte de convertisseur. C'est vraiment le projet Sentinel, c'est un convertisseur qui va convertir des applications existantes en applications en partie, on va dire, sur le modèle universel. Et pour ça, il va utiliser le process de conversion sur base du MSI. Donc c'est surtout, si on a bien compris, par un système de conversion et de différence. Ah, Donc l'idée... Oui. ben, j'aime pas trop le mot convertisseur. Ben, oui, moi, d'après ce que j'ai compris, c'est pas réellement un convertisseur au sens je prends quelque chose et je le transforme dans autre chose. C'est plutôt je prends un MSI, donc je prends un système d'installation et je vais installer le logiciel classique sur le PC, on va dire, ou dans le système, dans l'outil, et lui va se charger de venir voir tout ce qui va être utilisé et installé par l'application. Donc quelles sont les bibliothèques qui vont devoir être utilisées, et donc là il va en prendre une copie de ces bibliothèques pour venir les placer dans le répertoire de l'AppX, dans le répertoire de l'application universelle. Il va faire la même chose avec tous les autres éléments, que ce soit la registrie, l'accès au réseau, etc., pour, entre guillemets, rediriger tout ce qui se trouve utilisé de manière classique par les applications, par des accès COM, des accès WMI, du networking, etc. Et tout ça va pouvoir être supporté par le projet Sentinel. Par contre, on le disait, il y a une série de choses qui ne vont pas pouvoir être supportées, parce que probablement pour des raisons de sécurité notamment, ou des raisons de performance derrière, c'est typiquement des aspects de service Windows. Où là, logiquement, on a besoin aussi, non pas d'un espace comme une application universelle, une app qui se trouve dans un répertoire et qu'on exécute, mais ça doit tourner même si le serveur, je veux dire, est déconnecté de l'utilisateur. Bon, c'est-à-dire que maintenant, les services Windows, l'idée est de partir dans Azure, dans un truc qui va tourner sur Voilà, serveur, ouais. Oui. Oui, ou même par exemple. de continuer à les développer dans les outils classiques sans passer. Ici, c'est vraiment dédié à transformer des applications end-user pour l'utilisateur final et de les transformer en applications normales avec le store, donc ce qu'on appelle les Ouais, applications universelles, mais pas pour les autres types de services. ouais. Même chose, il parlait des applications qui sont liées au kernel, telles que des drivers, drivers d'imprimante, drivers de disque. C'est pas le but non plus de les utiliser, de les passer dans ce mode C'est et clair, d'utiliser le store, quoi. c'est clair. Donc toutes ces applications qui demandent des ressources, notamment aussi des élévations de privilèges. Donc quand on exécute l'application qui demande vous avez besoin des droits d'admin parce que je vais modifier des paramètres système, ces applications-là ne pourront pas passer non plus par le convertisseur et être utilisées par le même type d'outil. Mais donc pour toutes les autres, les applications, je vais dire classiques, ce qui remettait à peu près, il donnait un chiffre de 6 millions d'applications de ce type-là, là on va pouvoir effectivement à ce moment-là les convertir. Et, même si tu n'aimes pas le terme de conversion, c'est transformer l'existant, transformer le package d'installation dans un nouveau package d'installation. Mais l'exécutable, a priori, ils n'ont pas l'air de dire qu'on va toucher à l'exécutable. Il ne va pas être recompilé, on ne va Non. pas prendre le code source, on prend vraiment l'exé, l'ADLL qui a été généré par, que ce soit du VB6 ou du C++ Win32, et on va le retransformer, on va l'empacter pour pouvoir l'utiliser dans le store, et le Voilà. publier dans le store. Alors, une fois que la conversion, alors c'est la conversion de l'installation, euh, je ne trouve pas d'autre mot, une fois la migration, Oui, peut-être, je ne sais pas si le terme est mieux ou pas, mais on comprend maintenant. Donc, on se retrouve vraiment dans un modèle d'une Windows application moderne. Alors, par exemple, le dossier où est installé je dirais notre ex-logiciel, notre nouvelle application, on dispose de tous les fichiers classiques d'une Universal Apps. C'est-à-dire, on va retrouver un manifeste, on va retrouver un dossier avec les assets, mais aussi quelques fichiers complémentaires dont nous parlerons dans quelques instants, c'est-à-dire le file system metadata, les registries, les stream maps, etc. C'est assez intéressant. En fait, on se retrouve vraiment, on a notre binaire finalement, et puis après, on retrouve un petit peu ce qu'on a, nous, l'habitude de voir. Euh, et aussi, on a un fichier, par exemple, des registries.data. C'est-à-dire qu'on va aller, on en parlera après, mais notre base de registre, elle est quelque part, nos accès avec nos petits fichiers ini, enfin, qu'on utilisait, ils pourront toujours être dans ce sandbox, dans cette boîte, mais parfois on va aller sauver des petits trucs dans la base de registre. Hein, tu te souviens des trucs ouais, qui c'est font que ça. tu as une base de registre qui fait 3 km de long et que ça met 10 Voilà. plombs, on va ouvrir ton window. Et on parlait de l'installation tout à l'heure et de la désinstallation. C'est typiquement aussi le genre de chose qui n'est jamais désinstallé ou très rarement désinstallé parce qu'on ne sait pas, l'application ne sait pas si c'est utilisé par d'autres systèmes ou d'autres process. Et donc ça reste. Ça prend un peu de Oui, place et puis on se retrouve avec 3000 applications qui ont été installées au bout de 2 ans. Et... moi, je le fais, ça, je fais attention. J'utilise l'installation qui vient de Winamp. Je ne sais pas si vous avez connu Winamp, c'était un lecteur multimédia de musique MP3 à l'époque. Et ils s'étaient créé un logiciel
d'installation pour eux-mêmes parce que rien ne les intéressait, qui s'appelle NSIS. Et donc, en fait, ça ressemble un peu à de l'assembleur. Enfin, l'assembleur, c'est pas de l'XML. Quand je dis assembleur, c'est parce que tu as des commandes qui ressemblent beaucoup. Et donc, tu crées toi-même ton système d'installation et il est très très connu en fait, NSIS. Ça m'a toujours fait rire parce que certains ne mettaient pas leur nom de société dans les programmes d'installation. On retrouve encore beaucoup. Ou du coup, on voit lors de l'installation Nullsoft. Donc, c'est vrai qu'en français, ça fait un peu une drôle de traduction. Mhm. Quand tu vois que ça fait nul, voilà, c'est Ouais. complètement bidon. Mais et j'utilise ça, du coup, moi je vais avoir un petit problème, c'est que dès que Centurial Project va sortir, je vais devoir créer un MSI que je ne crée pas à l'heure actuelle. Je n'ai jamais eu le besoin de créer ça. Même des IT me l'ont pas demandé. Mais il y a un MVP qui, je sais plus le nom, qui a créé un programme à l'époque, il y a très longtemps, qui s'appelle MSI Maker. Ah ouais. Et donc voilà, avec un fichier XAML, tu recrées toi-même euh, Ton ce programme et ton fichier process ML. d'installation. Ouais. Bah Ouais. oui, là, il va falloir, là, parce que la conversion, c'est vraiment, on va prendre ce qu'il y a dans ce que fait ton MSI, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, et puis ça va permettre, comme tu le disais, donc de mettre tous les documents, les fichiers, les exés, etc., les assets, donc tous les logos et autres, les placer dans un répertoire, et même Je, la suite, quoi. je me demande si c'est pas le projet Centennial qui s'en occupera. Parce qu'il faut pas oublier que John a quand même indiqué que nous pourrions avoir aussi une tuile dynamique. Donc Ouais, nous aurions des accès, en fait, des systèmes de possibilités pour gérer ça. Faut pas oublier qu'il a quand même annoncé que on va quand même devoir, non, tu l'as dit tout à l'heure aussi, mais on va retoucher un petit peu notre code. Bah, par exemple, le système de licence. À l'époque, ben voilà, on va se baser par exemple du matériel de l'ordinateur. On va regarder, tiens, est-ce que ta carte réseau ou ton disque dur, ou on va reprendre différentes données qu'on pourra les piocher dans le WMI. On pourra toujours d'ailleurs. ouais. C'est un peu le registre du matériel de ton PC. Et ben ça, en fait, Microsoft va s'en charger. Donc, il y en a parlé plus ou moins vaguement dans sa présentation, mais on va aller toucher à notre code et puis euh, on va aussi avoir cette délégation de licence. C'est du temps aussi de donner une licence. Alors, on peut l'automatiser. Moi, j'ai jamais automatisé mes licences. C'est moi, je check en disant lui, je lui envoie ou je lui envoie pas. Mhm. Ça a toujours été comme ça. Maintenant, je le fais de mon téléphone. S'il y a un client demande une licence d'utilisation, Ah ouais. euh, ça se valide en un clic pour moi de mon côté. Mais si tu veux, voilà, on délègue aussi toute cette partie-là. Je repris, je vais pouvoir me reconcentrer sur du dev. Mais voilà, il faut y penser aussi. Donc en fait, on va quand même devoir un petit peu travailler notre code, mais à mon avis, pas grand-chose finalement. Si on va enlever quelques bouts de code parfois qui n'auront plus lieu d'être. J'en avais noté, mais je complètement zappé, mais il y a des trucs parfois qui n'ont plus lieu d'être avec ce système-là. Ouais, et d'autres qu'on va rajouter, tu parlais des tuiles dynamiques, comme on se retrouve effectivement dans un modèle d'application apps classique, enfin Windows, application universelle, on pourra rajouter la gestion des tuiles dynamiques, ça viendra, les logos vont pouvoir venir, Bah, des choses comme ça. justement, Donc, Justement, dans le dossier de l'application, dans la boîte, là, on retrouve maintenant un AppX manifeste qu'on a ouais, dans nos applications universelles. Et puis, bah, dedans, c'est la même structure XML qu'on connaît déjà si on développe sur les applications universelles. Donc, on va retrouver le nom, le display name, le logo d'application, les points d'entrée de notre application. Bon, j'imagine que c'est là aussi qu'on mettra les différentes extensions de fichiers qu'on utilise ou pas. ouais, c'est ça, et faire les Bref, c'est le truc associations. classique. Ouais. Là, on change rien au système. Mais c'est bien parce qu'on va pouvoir justement tirer parti à ce moment-là des deux mondes. Le monde normal Win32 de l'application qui est développée et qui fonctionne a priori tout à fait classiquement, et le monde des applications universelles dans lequel on aura toutes ces nouvelles fonctionnalités et l'intégration à Windows 8, Windows 10 sans problème, quoi. Ouais, Ouais. ouais, ouais. C'est Ok. vraiment quelque chose de bien. Ok, et donc, oui, une autre chose aussi dont John avait parlé, qui est intéressante évidemment dans le projet Centennial, dans le projet C comme il l'appelle, c'est qu'il va se charger aussi de faire la comparaison des fichiers, des DLL, qui vont être utiles, qui vont être nécessaires pour faire fonctionner l'application. Et donc, d'après ce qu'on a compris, le projet, l'outil Centennial, va, lors de l'installation du composant MSI, venir regarder tout ce qui est modifié sur le système. On parlait de la registrie, on parlait des différents fichiers. Il va capturer tout ça, les déposer dans un autre sous-répertoire intégré à l'apps. Et donc, par exemple, on voit ici, on aura un sous-folder qui s'appellera Roots VFS, dans lequel va se retrouver un dossier système
d'un dossier Windows dans lequel les bibliothèques qui étaient originellement copiées par l'application dans le dossier système de Windows vont se retrouver dans son bloc, dans Sandbox, dans son container système propre à l'application. Et donc du coup, les problèmes dont on parlait tantôt, par exemple de désinstallation, ça revient à désinstaller une application universelle, c'est-à-dire en gros faire un delete de l'application. Et tous les répertoires, tous les fichiers, toutes les bibliothèques qui sont initialement utilisées par cette application vont se retrouver, dans ce cas-ci, supprimées, quoi. On est vraiment dans deux types dans de la virtualisation pure et dure finalement. On est vraiment au mix de... C'est pas de la Non? virtualisation, tant de la virtualisation du CPU, par exemple, comme on peut retrouver avec Non, un d'accord, Hyper-V. pardon. Mais par contre, on est dans les notions de virtualisation de la même manière où on fait des captures des API, des interruptions demandées par le système d'exploitation ou par l'application, pour pouvoir venir capturer ces demandes-là et les réaiguiller vers un autre process. Bah, ça se fait déjà un peu au niveau, par exemple, quand on va aller chercher une DLL, qu'on est sur un système que tu as fait ton logiciel en 32 bits et non pas en 64, tu es sur un acteur 64, automatiquement, si tu vas chercher ça dans le système, Oui, ta DLL dans le système, il te rebifure dans le système 32. ouais, c'est ça. Voilà. C'est déjà, on est au même niveau là de redirection quelque part. C'est ça, ouais. Pour moi, c'est ça. Tu parlais de la virtualisation, mais c'est à mon avis quand même assez semblable. C'est d'ailleurs pour ça que John, qui nous a présenté ça, venait d'une société, et je suppose pas par hasard, d'une société qui faisait de la virtualisation, parce qu'il y a quand même beaucoup de similitudes, beaucoup de processus qui sont quand même similaires et identiques sur ça. C'est pas virtualiser tout l'OS, tout le système. On va pas se retrouver avec un Windows, un Linux et autres dans la même machine, mais effectivement, capturer la manière dont les appels sont faits au système, ça ressemble quand même à un aspect de virtualisation un peu classique, quoi. Et donc voilà, on peut retrouver dans un dossier système, comme on en parlait, un sous-folder drivers avec toutes les informations nécessaires pour l'application, un dossier de configuration, et les bibliothèques, par exemple, on peut retrouver des bibliothèques de type mfc.dll, mfc100.dll, toutes les traductions, mfc100, fra.dll, etc., qui sont là vraiment des DLL propres aux applications de type C++, des applications vraiment classique, on va dire, Win32. Et c'est, encore une fois, le process d'exécution ensuite, intégré sans doute au projet Centennial, qui va se charger d'aller rechercher la bonne bibliothèque, non pas dans le répertoire système 32 de Windows, mais dans le répertoire système de l'apps, donc en clair, dans le dossier root, VFS, système, là où est installée l'application actuellement, quoi. Ouais. Et on parlait de la registrie tout à l'heure, c'est Oui. a priori la même chose, le même type de principe, c'est-à-dire qu'on va... Enfin, l'outil va se charger d'aller aussi récupérer tous les appels qui auraient été faits par l'application et par le projet MSI vers la registrie, la base de registre, et il va reprendre tout ça et se créer une sorte de petite base de registre, minimum, je vais dire, dans laquelle il va pouvoir faire une sorte de fusion entre la base de registrie générale de Windows et le morceau qui est utilisé uniquement par l'application. Et là, même principe, quand l'utilisateur va dire « moi j'ai besoin d'accéder par exemple à mon application », il avait utilisé un projet Adobe pour pouvoir faire son exemple, son test, il va aller chercher dans Adobe le Element Organizer version 13 et puis un sous-dossier Organizer, mais il va pouvoir lui-même aller réaiguiller l'utilisation des API pour pouvoir aller rechercher ça dans le dossier propre au projet Centennial, dans le dossier ici qui s'appelle PSE par exemple, et pas dans le dossier classique HKey User habituellement utilisé. Ce registre, ça a été un sacré foutoir quand même, hein. L'idée d'avoir créé ça, c'était bien peut-être, mais de nous l'avoir autorisé, nous, éditeurs de logiciels, moi maintenant, à la fin de... J'ai jamais trop dit, mais pourquoi soit un fichier ini, d'accord, où on va stocker textuellement des propriétés avec leurs variables associées. Ouais, parce qu'on nous donnait une simplicité au niveau de développement d'aller stocker en 2 secondes la largeur d'une fenêtre pour l'utilisateur. Oui, et tous les outils qui se trouvent derrière pour les administrateurs réseau aussi, de Oui, pouvoir faire un déploiement de configuration dans un parc informatique où tu as 1500 PC. Les outils existent au niveau de la registrie. Tu vas me dire, ils pourraient exister de la même manière au niveau des points ini pour aller les passer dans les bons répertoires. Donc, oui. c'est un choix, Mais effectivement. oui, ça a resté quand même un bon foutoir. Donc après, bon, il y a des logiciels maintenant qu'on va installer qui vont faire une sorte de petit De nettoyage de ça, nettoyage, ouais. qui sont indispensables hein, encore maintenant, de toute façon, puisque on a beaucoup de logiciels qui font toujours du brin finalement. Mais c'est vrai que cette partie-là, du coup, elle est super bien gérée parce que, de toute façon, c'est l'idée du sandbox, hein. Ouais, Ton registrail.dat est dedans et en fait, ouais, elle est tout à fait. privée. Voilà, ça, c'est une super idée finalement. Et ça devrait être même le même principe sur Windows 10. Ils auraient pu peut-être privatiser ça dans un sous-dossier. Paf, chaque application, on les redirige. Oui, c'est Dégage. vrai que ça serait une bonne idée, surtout pour les applications de test. Et on doit désinstaller, au moins, on est certain que tout s'en va, quoi. C'est clair. Oui, Ouais. oui, oui, oui. Oui.
Et donc, on a un processus de conversion. Ouais, donc en fait, ce que nous a présenté John, bon, si on peut résumer par que fait le projet Centennial, bon, ben, on installe notre logiciel via un MSI. Oui. C'est que par MSI hein, initialement, donc de toute façon c'est propriété de Microsoft. Mhm. L'outil du projet Sentinel, il va se charger d'aller lire cet MSI, récupérer les DLL, les informations qui vont au registre, etc., etc. Donc tous les fichiers qu'on a besoin pour faire tourner le logiciel. Donc ils vont être récoltés, empaquetés et y créer un APPX. Donc le développeur, on peut donc exécuter et tester, enfin les développeurs Microsoft, les testeurs, je sais pas, maintenant c'est un système automatique, ils vont pouvoir tester ce nouveau paquetage, le valider, et puis après, bah, si tout va bien, c'est directement sur le store. C'est ça, ouais. Et après, bah, nous, développeurs, on a du temps. Ton application se teste, se vend, et toi après, bah, tu vas pouvoir pousser des mises à jour pour tes utilisateurs. Et là, tu rentres dans un système classique et tu mets dans le même panier, toi, tes utilisateurs privés et entreprises quelque part. Ouais, Mais bon, ouais. après, tu peux avoir un store privé, entreprise, c'est On un peut peu avoir un moins store forcément. privé, on peut sécuriser l'application si elle est dans le store public pour qu'elle soit utilisable que par certaines personnes. Donc, Et ouais, on a toutes les possibilités actuelles et c'est vrai que c'est quand même beaucoup plus simple, quoi. Au user, on lui dit tiens, voilà l'URL, cliques dessus, ça s'installe. Il a juste besoin de dire oui, je veux l'installer et tout le reste se fait tout seul et tout le reste se suit. Ça, c'est bien. et donc cet outil va se charger, lui, de fusionner en fait nos DLL propres à l'application Oui, et celles de Windows afin de les rendre visibles du côté application qui est du type Win32. Donc ça, c'est aussi un bon point parce que moi, j'en ai souffert de mecs qui me désinstallaient des saloperies, enfin des DLL en tout cas. Il y a des trucs parfois, tu tombes de nu, hein, des grandes sociétés, hein, enfin des grandes, connues qui te désinstallent une application système, une DLL système. ah, oui. Ah, putain, mais écoute, tu peux pas t'imaginer. Désinstaller des DLL système, j'ai Ben, rarement eu, pas mais système, pas système, mais ouais, comme bah ouais, là, tu vois, la MS VCRT, là, ou ouais, des trucs, ouais, fréquemment LabDev utilisé, quoi. API. Ouais, Mais des trucs fréquemment utilisés. Alors, elles sont pas, oui, quand je dis du système, elles sont pas natives de l'OS, mais les trucs courants, quoi, elles sont partagées finalement. ouais, Oh ouais, là ouais, là, ouais. il y en a, mais il y a des boulets, là. Après, Bah, il y a enfin aussi, bref. surtout aussi moi le problème que j'ai rencontré et que là ça va nous donner une solution à ça, c'est l'aspect versioning au niveau de ces versions. Parce qu'on voit par exemple ici une bibliothèque qui s'appelle msvrt.dll, Ouais. bah, il y en a en général pas qu'une. Il peut y avoir Non. une version 1, une version 1.2, 2, etc. Et en fonction de l'application, moi j'ai souvent eu le cas où une nouvelle application forcément mettait la bibliothèque dont elle avait besoin, qui était peut-être nouvelle mais qui n'était pas compatible avec l'ancienne. Et du coup toutes les anciennes applications ou les autres applications, bah, elles ne marchent plus, quoi. Et ça, le fait de travailler dans un sandbox, dans un container isolé, comme les applications .NET qu'on utilise maintenant, chacun va pouvoir travailler avec ses propres versions de bibliothèque dans son propre répertoire. Et c'est quand même beaucoup plus simple. Et c'est vrai que le monde évolue. Avant, il y avait peut-être ça parce que bah, la taille des disques durs était beaucoup plus petite, donc on essaie de regarder et de superviser ça. Maintenant, bah, installer 3 fois la bibliothèque dans un dossier, elle fait 1 méga ou 2 mégas, c'est pas ça qui va Oui, déranger, quoi. j'y ai pensé quand ils ont présenté le projet. Je dis, bah, dis donc, on va avoir des doublons, doublons, doublons dans tous les sandbox. Ouais. Mais, mais oui, on s'en fiche. Enfin, je veux dire, maintenant, oui, ça a un coût, l'espace disque, mais il est plus Il est si cher que négligeable ça. voilà, c'est ça, par rapport à la maintenance derrière ou au Au temps que tu gain vas de passer pour. temps, Ouais, c'est que ce ça. soit de notre côté comme du côté utilisateur, c'est juste énorme. Ouais. Et puis, donc, bon, euh, pour continuer un petit peu sur ce que fait l'outil, donc lui, il va fusionner le système de fichiers Windows et celui utilisé par les applications dans ce conteneur. La base de registre, pareil, il va la fusionner avec dans le conteneur. Tous les appels à la base de registre que le logiciel fera, c'est redirigé. Mhm. Donc, là, on s'occupe toujours de rien. Et de même, pour ce qui va être de l'accès aux documents, bon, on va voir l'AppData que nous connaissons. Tout ça pour dire on n'a pas grand-chose à faire au niveau de notre application. Il y aura quelques petites retouches. Moi, je pense directement à la licence d'utilisation. Puis après, forcément, il va y avoir comment dire, des détails. Moi, j'ai pas d'exemple, pardon, j'ai un peu oublié moi, certaines choses que j'ai besoin, même lors de mon installation, mais parfois, je fais des vérifs dans l'ordinateur. Toutes des choses qui, dans mon code source, maintenant, Mhm. je vais les dégager. J'en aurais plus bien, je serai chez moi.
Ouais, c'est ça. Je serai dans ma boîte. Ouais, tu Ma sais, boîte on parlait des Sandbox. versions de bibliothèque. C'est vrai que souvent, on pourrait faire des tests pour voir est-ce qu'on a la bonne version. Ici, il n'y a même plus besoin de le faire puisqu'on sait qu'on a toutes les informations nécessaires. On est vraiment, comme tu dis, on est chez soi, on est dans son container avec ses propres données, quoi. Après, je vais Et devoir retravailler. Par exemple, typiquement, moi, parfois, dans des vieux logiciels, j'avais besoin de la présence d'Internet Explorer 8. Parce que Internet Explorer 8 installait une DLL script que j'avais besoin, je ne sais plus laquelle, etc. ouais, euh, où j'avais besoin de certains trucs qui devaient être présents. Et ouais, il fallait la présence d'IE, mais il y était dans les vieux Windows. ouais, 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 ouais. Donc là, il y a des trucs, je sais même plus si j'utilise encore, mais il y a des trucs à revoir quand même. En fait, finalement, on va dépoussiérer nos vieux programmes, mais ça, c'est quelque chose qui va aller, à mon avis, très vite. Et on va pouvoir se concentrer sur revoir, euh, repenser notre logiciel en application. Ouais, ouais, c'est ça. Là, par contre, de A à Z. Et la faire évoluer. Ouais, c'est bien. Bah, oui, non, ça ne sera pas la faire évoluer. Moi, dans mon cas, c'est tout. Les applications, les logiciels, pardon, existent. S'ils peuvent devenir applications, tant mieux, parce qu'il y a des clients existants et parfois qui ne veulent pas forcément évoluer, évoluer tout court. Mhm. Mon Dieu, ça existe, crois-moi. Mais déjà, on les fera passer en Windows 10. Il faut aussi voir l'intérêt. Il n'est pas que sur se prendre 30% de com, hein. C'est de migrer les gens qui ont des logiciels. Ah oui, mais bon, ils fonctionnent que sur. Il faut passer à Windows 10. Oui, là, vous passerez à Windows 10. Ils ont aussi cet intérêt-là, Microsoft, hein. Ils veulent passer vers le Windows 10, qui est un service, et que bah, ils pourront aussi aller consommer autre chose. Ouais, c'est vrai. Il y a pas que l'intérêt des 30%, enfin, quand je dis 30%, de la vente, de la De la recette, vente hein. ouais, du software, ouais, Il y a c'est tout vrai. le reste à côté, hein. Il y a tout le reste à côté, faut pas l'oublier. Si Microsoft, il pouvait, bon, maintenant ça y est, XP, il est quasiment, la tombe est ouverte en tout cas. Ouais. Il est peut-être pas encore refermé, mais moi je le vois statistiquement de mes clients, ça tombe. Windows 7, j'en vois énormément. Je leur dis, tiens, vous n'avez toujours pas mis Windows 10, mais ils ont d'autres programmes qui tournent pas. Oui, parce que tu as Mhm. vraiment des branleurs aussi en ISV, hein, en boîte de développement, hein. Ah non, non, ça tourne pas. Putain, attendez les gars, Microsoft, vous êtes partenaire minimum. Vous savez depuis un an que ça va être comme ça maintenant. Mais bon, il y en a qui, je sais pas, ce sont des branleurs pour moi, excusez-moi du terme, hein. Et enfin voilà quoi. Ouais, je suis d'accord avec toi. Maintenant, une autre chose aussi importante qui va intervenir dans cet outil de conversion, c'est tout ce qui est ce que John appelait l'activation full trust. Donc d'avoir des droits avancés, on va dire, sur l'application. D'abord, on va se retrouver dans une application qui est de type universel, donc à terme, on va pouvoir utiliser toutes les fonctionnalités, on en a déjà parlé, telles que les lifetiles, les tuiles dynamiques. Forcément, ça n'existait pas au préalable dans les anciennes applications Win32, ben, on va pouvoir rajouter du code pour pouvoir gérer ça. On va pouvoir faire tout ce qui est association de fichiers avec les extensions, faire des schémas d'URI, mais alors on aura la notion d'app container, comme on l'a un peu expliqué ici, donc de boîte, de sandbox, qui va pouvoir interagir et se mettre en communication avec l'extérieur de la boîte, et par ça, par l'intermédiaire là d'une notion de full trust. Et donc l'idée c'est certaines applications, ben, elles ne vont pas pouvoir faire toutes leurs fonctionnalités à l'intérieur de ce fameux container. Elles vont parfois avoir besoin d'aller rechercher des données ou aller rechercher des process qui se retrouvent à l'extérieur. Et là, apparemment, on aura la possibilité d'activer pour certains process un mode full trust qui sera à ce moment-là, ben, en dehors évidemment du container, donc probablement avec des sécurités, des droits supplémentaires, et qui permettront de faire communiquer. Donc c'est pas encore tout à fait clair la manière dont cette communication va pouvoir se passer, mais on va pouvoir a priori depuis l'app container activer un processus externe, un full trust process qui se trouve en dehors de cette boîte, et de pouvoir ensuite communiquer, envoyer des données, les recevoir, etc. Et puis après, ben, réactiver à la fin du process depuis le process full trust vers l'app container. Donc on ne sera pas a priori uniquement limité à cette boîte, à cette sandbox. On va pouvoir quand même pouvoir continuer à travailler un peu vers l'extérieur de cette boîte, quoi. Et ça, c'est pas mal. Qu'est-ce que tu as compris là-dessus au niveau de Nîmes? Par exemple, bah, le client qui a son planning, par exemple, Oui, avec ses données existantes dans son disque dur, à l'emplacement de son choix, et là je ne le sais pas forcément, moi je vais peut-être avoir besoin d'aller lire euh, dans un fichier INI, par exemple, le chemin de travail de son logiciel c'est ça. euh, Si j'ai bien et compris, de les rapatrier. voilà, si l'emplacement du fichier, par exemple,
se trouve dans un espace commun aux applications universelles, style le dossier mes documents, le dossier images et autres, bah là on restera dans ce container, on restera dans notre sandbox. Et c'est le projet Sentinel qui va se charger de faire la conversion. Donc quand on va dire j'ai besoin d'aller chercher un document, il va lui-même aller rechercher l'API et au moment de l'appel, aller pointer l'utilisateur vers le dossier My Document, entre guillemets, qui se trouve au niveau des projets classiques Windows universel. Maintenant, si on a besoin, comme tu le précises ici par exemple, d'accéder à un fichier qui se trouve à l'extérieur, n'importe où sur le disque, eh ben, on aura la possibilité de le faire, mais il faudra à ce moment-là activer l'option Full Trust au niveau de l'application pour pouvoir dire que l'application va pouvoir sortir de ce container. Voilà, et là je pense que l'utilisateur va être averti par les messages classiques, par exemple, Voilà. type attention, il demande à être géolocalisé, voulez-vous activer ou pas? Ça peut être un système qui va être mis en place comme ça. Voilà, c'est ça. Ça, je pense. Ça, c'est pour la recherche d'un fichier, mais ça pourra, si j'ai bien compris, se faire aussi sur base de process externes. Accéder à des ressources système, accéder à d'autres types d'informations au niveau de Windows, on pourra le faire aussi de la même manière par ce projet-là. Ouais. Pas uniquement des fichiers, quoi. Ok. Ouais. Bon, je reviens à ce slide-là, bon, c'est ce que je parlais juste avant, quoi. Ça remet pas en cause les Universal Windows Apps, au contraire. Ce que John souligne, c'est que cette conversion de logiciel en modèle universel, oui, le terme est important, en modèle UWA, mais il reste ensuite tout un travail qui permettra, que nous devrons faire pour moderniser notre application. Pour moi, c'est vraiment de nous laisser du temps pour adapter nos interfaces vers du XAML. Alors je dis nos fenêtres, nos formes, évoluer à des API qui ne sont pas du SDK ou NRT, supprimer le code full trust comme on le voyait, parce que tout doucement avec le temps on pourra le retirer Mhm. et on va après disposer après d'une véritable Universal Windows App. Alors attention, on n'en a pas parlé, mais ce n'est que pour du desktop. C'est même pas la peine d'imaginer que voilà, on est en Ouais. Universal App, ouais, ça va tourner sur un Windows Phone. Mais oui, mais c'est pas grave, avec Continuum, tu pourras voir sur ton écran. Non, c'est fait que pour tourner sur le bureau. Une application Win32 est faite pour le bureau et exclusivement pour le bureau. Ce qui est tout à fait logique. Moi, il y a 15 ans, je ne pensais pas que mon logiciel pourrait fonctionner avec le petit bout de mon doigt sur un écran qui est très large et très haut. Ouais, ouais, ouais. C'est vrai. Et c'est vrai que du coup, on voit bien que ce projet, c'est pas un projet en disant on va prendre une application et dire on va la faire fonctionner dans le store, point, c'est fini. C'est vraiment une sorte de projet de migration ou d'amélioration. Donc c'est une première étape pour pouvoir faire évoluer les applications, que le développeur puisse faire évoluer les applications vers des applications du type du modèle Universal Windows Application. Oui, et c'est vraiment, moi je vois, c'est ça nous permet, ça me permet, mais je me mets dans le cas de plein de boîtes ISV, ça nous donne du temps. Je prends ça comme une sorte de super cadeau que Microsoft ferait. Je prie pour qu'ils aillent à terme parce que on sait que parfois Microsoft il lance des trucs et après c'est mort. Là, c'est un projet, c'est en cours de développement. Mhm. Rien ne dit que dans un mois, il y en a un grand chef qui dit stop, on arrête ce projet-là, rien à foutre. On n'est pas à Ouais. l'abri de ça, mais ça permettrait vraiment de dire, OK, allez, maintenant, ça va permettre d'abord l'avantage Microsoft, on peut rebooster Windows 10, parce que ça ne fonctionnera que à partir de Windows 10. Donc, c'est de vraiment, ceux qui disent, ouais, mais non, j'ai encore des vieux programmes qui ne tournent pas, c'est pas grave, Coco. Faut pas oublier qu'ils ont quand même testé eux-mêmes Adobe. Photoshop Adobe dans leur truc. J'ai entendu qu'ils ont aussi testé, ils ont pris un Office traditionnel, ils l'ont testé. Donc, voilà, c'est quand même du lourd, ces projets Adobe, t'imagines quand même, hein, ça génère ça utilise beaucoup de DLL, de fichiers, tout ce que tu veux, Ouais, ouais, ouais. ça va un peu partout. Euh, donc je vois ça comme vraiment du pur bonheur pour nous en tout cas, et ça nous donne du temps pour à côté, parce que moi j'en souffre là du manque de temps, de Mhm. pouvoir me concentrer sur euh, une nouvelle version de mes logiciels dans l'aspect moderne des choses, que ce soit moderne Ouais, c'est côté ça. code, côté technologique, mais aussi côté utilisateur, d'aller plus loin, de pouvoir connecter, d'avoir tellement de possibilités que je ne pouvais pas faire avant. Je pense je serais même peut-être capable enfin, de toute façon, après, ça sera sur base de données type Azure, mais de connecter de l'IoT, des trucs que
Avant, je peux pas le faire. C'est même pas la peine d'y penser. Sauf parfois, j'ai des petites techniques, crois-moi, je te jure que c'est vrai, qui permettent de créer du code .NET VB, alors du VB, hein, je parle en .NET, Mhm. et de créer une sorte de contrôle que je place, je te jure que c'est vrai, dans du VB6, dans un logiciel VB6. Et en fait, toi, tu crois que tu as un contrôle traditionnel. Non, non, c'est un contrôle qui est en VB.NET. Et en fait, tu as des petites liaisons et l'utilisateur ne voit rien, quoi. Ouais, 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 ouais. Mais bon, il y a certains trucs que tu peux tirer avec des ficelles, mais c'est tout, quoi. Tes limites sont vite bien cadrées, quoi. Oui, c'est vrai. C'est vrai, mais c'est vrai que ce projet Centennial, ça, d'après la manière dont ils l'ont présenté, c'est vraiment un projet qui va permettre de convertir les applications Win32 classiques vers un modèle de type APPX, de type Windows Universal Windows App. Ça permettra de convertir les applications et donc d'établir vraiment un pont, quoi, un pont entre les applications universelles. Et alors de fusionner, ça c'est plus technique derrière, de fusionner ce qu'ils appellent les espaces de nom, donc on a vu les fichiers, la registrie, etc. Et donc ensuite, l'idée est vraiment de permettre aux développeurs d'ajouter des fonctionnalités, d'améliorer les fonctionnalités propres aux applications universelles, en rajoutant des fonctions dédicacées aux applications universelles telles que les tuiles, ou alors, comme tu parles, de rajouter des nouvelles fonctions avec connexion Azure et d'autres systèmes complémentaires extérieurs, quoi. Donc, encore une fois, c'est un projet, on l'a déjà dit plusieurs fois, qui est en cours de développement. Donc, on verra un peu l'avenir. Et vous trouverez plus d'informations, évidemment, en regardant la vidéo de John qui est présente sur Channel 9. Donc, on mettra le lien dans les notes de l'émission. Donc, vous retrouverez tout ça. Donc, voilà, je ne sais pas si tu avais d'autres points à devoir souligner concernant Non, ceci, Christophe. je vais suivre de près ce projet-là, forcément, il me tient à cœur. Donc, je suis en contact avec ce John. Et Mhm. comme je suis MVP, parfois, ça nous permet d'avoir des petits trucs un petit peu avant dans le programme. Donc, j'espère en tout cas que je vais le pinguer régulièrement Oui. pour avoir des infos, quoi. Mais bon, écoute, a priori, c'est un projet qui, pour l'instant, pris au sérieux. Oui, et c'est vrai que toi, je pense qu'effectivement, tu es intéressé. Moi, je suis intéressé aussi parce qu'au niveau entreprise, il y a toujours des anciens projets qui existent chez les clients et ça permettrait de donner encore une fois ce pont, cette passerelle pour leur dire, voilà, ça peut être migré, voilà comment on pourrait le faire. Donc, c'est une première pierre, en tout cas, pour faire avancer ce genre de projet. C'est Tout le pas monde mal. y gagne. Oui, c'est clair. Microsoft, l'utilisateur et l'entreprise. Ouais, ouais, tout à fait. Ok, ben, merci beaucoup pour cette présentation, cette première partie. Je vous propose de se retrouver d'ici quelques minutes pour la seconde partie de cet épisode, les news du développeur, d'ici quelques secondes. Et nous revoilà pour la seconde partie, donc les news, les actualités consacrées aux développeurs .NET principalement. Donc j'ai relevé quelques petites actualités et surtout une bonne partie qui proviennent des nouveautés, des annonces qui ont été présentées lors de la session Connect 2015 il y a quelques jours. Alors on retrouve dans ces premières annonces d'abord la sortie de Visual Studio Code Beta, donc qui est une nouvelle version de Visual Studio, de VS Code, qui va nous permettre d'avoir dans cette version VS Code l'ajout des extensions, y compris des guidelines et des exemples de code qui sont mis à notre disposition. Déjà une mise à disposition d'à peu près une soixantaine d'extensions que Microsoft a sorties par l'intermédiaire de ses différents partenaires. Et alors la publication de VS Code en open source sous GitHub. Et donc ça peut être intéressant d'aller voir comment ce code est fait et de pouvoir réutiliser ou améliorer une partie de ce code. Une deuxième chose, c'est tout ce qui concerne le .NET Core 5 RC en release candidate et la l'ASP.NET, version 5 release candidate, avec une licence Go Live qui a été donc un peu changée à ce niveau-là. Et donc c'est une release candidate de .NET Core 5 et de l'ASP.NET, qui est maintenant disponible également pour Linux, Windows et OS X, avec une licence Go Live. Et donc ainsi, on va pouvoir commencer à utiliser dans des environnements de production. Ça, c'est ce que Microsoft annonce avec ce type de licence Go Live. C'est que malgré que ce soit en version bêta, il y aura quand même un support associé à cette version. Et on va pouvoir donc on pourrait déjà le lancer en version de production dans les environnements des entreprises. Une nouvelle news également consacrée à Visual Studio Online. On avait déjà fait un podcast il y a quelques temps d'ici consacré à cet outil. Donc Visual Studio Online, VSO, va être renommé maintenant en Visual Studio Team Services.
Et ça, Microsoft s'est chargé de changer le nom afin de le rendre beaucoup plus clair pour que ce nom soit beaucoup plus associé à un service de développement dans le cloud. Et donc ça, c'est devenu évidemment un élément central de collaboration pour les équipes agiles et les services DevOps. Et donc Microsoft a simplement ici renommé, et au fur et à mesure du temps, il rajoute évidemment toute une série de nouvelles fonctions à l'intérieur de cet outil. Un autre élément également, un autre outil, c'est un nouveau programme, c'est le Visual Studio Dev Essential, qui est un nouveau programme qui est gratuit et qui va rassembler tout ce que les développeurs ont besoin pour créer des applications. Donc c'est, on va dire, un peu similaire à ce qu'on peut retrouver au niveau MSDN, mais qui lui est payant. Ici, avec cet abonnement, avec ce programme, VS Dev Essential, on va pouvoir, sur n'importe quel appareil, n'importe quel système d'exploitation, on va pouvoir disposer de Visual Studio Community qui est gratuit, de VS Code 7 et de Visual Studio Team Services, donc de VS Code, pardon, et de Visual Studio Team Services, qui sont aussi des outils gratuits mis à disposition de Microsoft pour pouvoir faire des développements d'applications pour des PME, des TPE, etc., ou des indépendants. On va pouvoir utiliser ce genre d'outils sans problème. Alors, toujours dans le type de programme associé à Visual Studio, Microsoft a sorti quelque chose que je trouve moi personnellement intéressant également, qui est le Visual Studio Cloud Subscriptions. Et donc Microsoft a ajouté des abonnements mensuels et annuels à Visual Studio Professionnel et Enterprise. En général, maintenant, la manière dont ça fonctionne, c'est que un développeur le plus économique, on va dire, c'est de prendre un abonnement de type MSDN et derrière MSDN, il a indirectement tous les outils de développement et les environnements de travail derrière. Mais ici, cet abonnement, c'est un abonnement qu'on va pouvoir payer mensuellement, un peu comme un Office 365. Et donc, c'est un abonnement qui va inclure l'IDE de Visual Studio, Pro ou Enterprise, en fonction de l'abonnement qu'on choisit, l'accès à Visual Studio Team Services avec toutes les extensions, notamment Test Manager, pour la VS Enterprise, et toutes les licences Team Foundation Server nécessaires pour pouvoir faire fonctionner l'outil. Donc ça, je trouve ça pas mal parce que ça permet ainsi de travailler avec un abonnement mensuel, un peu comme Xamarin le fait également, de pouvoir payer mensuellement l'outil et puis de devoir faire des achats annuels d'MSDN par exemple. Autre petite news qui est apparue lors de cet événement Connect, c'est la mise à disposition de Visual Studio 2015 Update 1, qui comprend aussi l'Update 1 pour Team Foundation Server 2015. Et donc Microsoft a annoncé la sortie de l'Update 1 de VS 2015 pour le 30 novembre prochain. Et il y a quelques jours, on avait déjà à disposition une CTP, ensuite une release candidate de cet Update 1. Ici, on va voir la version finale de l'Update 1 qui sera mise à disposition d'ici quelques jours. Et finalement, ce qu'on a pu repérer lors de ce Connect, enfin ce que j'ai pu repérer lors du Connect 2015, c'est le support de Xamarin 4 dans Visual Studio. Donc pour rappel, Xamarin 4 ou Xamarin, ça permet de développer des applications natives C# pour multiplateformes, donc pour Android, iOS et Windows Phone. Et donc on va avoir dans la version Visual Studio 2015 Update 1, on va automatiquement disposer du Xamarin 4 qui offre ainsi une solution complète pour construire et tester, surveiller aussi des applications mobiles natives développées en C#. Alors attention, je ne pense pas que on va recevoir une licence, mais à mon avis on va recevoir, comme on l'avait déjà au préalable, tous les outils pour pouvoir passer en mode de trial, de test, et après il faut prendre un abonnement chez Xamarin si on veut pouvoir développer en production sur leur système. Sinon, on a la possibilité de le tester pendant plusieurs jours sans aucun problème, évidemment. Autre news consacrée là plus à Windows Presentation. Où est-il ici? Windows Presentation Framework Foundation, qui est le projet donc WPF. Et donc, on a appris ici via le WPF Community Project qu'il y a la mise à disposition via une recherche rapide sur WPF sur GitHub. Si on fait une recherche rapide, on peut constater qu'on obtient déjà à peu près plus de 6000 résultats consacrés à WPF, donc rien que sur GitHub. Donc ça montre ainsi le soutien que la communauté du WPF a fait au fil des années. Alors Microsoft a voulu saisir cette occasion, les quelques jours ici et le Connect notamment, pour rappeler les quelques projets open source populaires à venir et à venir de la communauté. Et il en a repéré 3 que je trouvais intéressant de citer. Vous retrouverez évidemment le lien et tous les détails sur les notes de l'émission. Donc le premier, c'est le Material Design XAML Toolkit. Donc ça, c'est un projet qui a été créé par Jim Willock, qui est un exemple vraiment impressionnant d'adaptation des thèmes professionnels et fun éventuellement pour des composants WPF. Donc quand vous voulez créer une application et avoir quelque chose qui ressemble vraiment et qui est vraiment très agréable à l'œil, vous pouvez simplement appliquer les thèmes associés à ce Material Design.
Un autre projet qui s'appelle mahaps.metro, qui lui est déjà à plus de 300 000 téléchargements, et c'est un toolkit qui permet de créer des applications WPF mais avec le style métro. Donc le même look et les mêmes types de composants que ce qu'on retrouve au niveau des applications métro ou applications universelles. On va pouvoir via ce projet-là réutiliser ça. Et dans le même ordre d'idée, il y a le projet qui s'appelle Universal WPF, qui lui est un ensemble de contrôles WPF qui était porté à partir des concepts des applications universelles. Et donc on retrouve ainsi des composants tels que le relative panel, le split view, etc. Et tout ça est à disposition et référencé par le WPF Community Project qui est mis sur le site, sur le blog de MSDN. Et donc on vous mettra encore une fois les liens dans les notes de l'émission. Et alors une petite news. Dernière news à vous présenter. Ça, c'est une petite news qui a été présentée il y a quelques jours maintenant, enfin quelques semaines, par Nicolas Poppy, qui a découvert une petite fonction qui était bien sympathique de Windows 10 Mobile. Elle a été remise un peu sur les réseaux sociaux aussi, mais je trouvais intéressant de la citer, qui est avoir la possibilité d'utiliser une fonction intégrée à Windows Mobile 10 qui permet d'avoir un outil de diagnostic intégré à Windows Mobile et qui est accessible par le réseau local. Donc en deux mots, on doit juste aller dans les paramètres du développeur, activer une case à cocher, on obtient une URL, et en utilisant cette URL sur votre navigateur, dans votre browser de votre ordinateur, vous obtenez toute une série d'informations sur votre mobile, notamment la charge CPU, la mémoire, la liste des applications qui sont en cours d'exécution, etc. Donc c'est quand même très très intéressant de pouvoir, si vous faites du développement sur Windows 10 mobile, de pouvoir obtenir ce genre d'informations en live par rapport à votre système. Voilà, et je pense, Christophe, que tu voulais rajouter peut-être une news ou deux, ou des informations complémentaires ? Non, simplement pour les prochains épisodes. Oui, c'est juste. On va se retrouver donc la prochaine émission avec Laurent Bugnon. Donc tout le monde connaît Laurent Bugnon, en tout cas MVVM Lite. C'est vrai, tu ferais bien de le citer. Les deux prochaines émissions, effectivement, vont être très intéressantes, avec Laurent Bugnon en première partie, en premier Et podcast. ensuite, juste après cet épisode-là, un épisode avec un invité aussi, qui est Arnaud Veil, qui est un développeur qui est maintenant à son compte, que j'ai connu en 2012. Et là, il vient de sortir un e-book sur l'ASP.NET MVC 5. Ah ouais. Donc, il va venir nous présenter ça. Donc, finalement, nous présenter l'ASP.NET MVC. Ouais. En fait, c'est un bouquin qui nous prend par la main. Et c'est un peu ce que nous on fait dans cet épisode, donc ça colle à 100%. Qu'est-ce que c'est que ça et à quoi ça sert et qu'est-ce qu'on peut faire. Et puis, c'est tout ce qu'il explique dans son bouquin, donc en fait, on va regarder ça. C'est vraiment cool. C'est vrai que je trouve toujours intéressant, peut-être comme on le fait maintenant, de mixer des podcasts qui sont plus techniques sur des présentations comme aujourd'hui par exemple, et ensuite avoir des invités. On avait eu David Catu notamment il y a quelques temps maintenant, et on a eu beaucoup de retours des différents auditeurs. C'est vraiment très intéressant, et c'est à la fois pour nous et je pense que pour tous ceux qui écoutent, de savoir comment les autres fonctionnent, comment ils présentent leurs projets. On parlait de Laurent Bugnon qui est quand même, à la base, c'est le créateur du projet MVVM Lite. Je pense que beaucoup de développeurs qui travaillent sur mobile et parfois même sur desktop utilisent ce genre de projet. Et donc avoir à la source le développeur initial, de savoir pourquoi il l'a développé, dans quel cadre, comment il l'utilise et quels sont vraiment les choix, c'est vraiment intéressant. Ouais. Ok, c'est parfait. Je ne sais pas s'il y avait d'autres points. Si pas... Non, écoutez, en tout cas, merci beaucoup. Je propose de clôturer ici. Et parfait, merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Salut.